Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur le budget d'une de mes abonnées qui s'appelle Jade. Si jamais vous voulez participer à l'un de ces épisodes sur le budget de mes abonnés, vous avez toutes les instructions pour m'envoyer le mail, pour trouver les informations qu'il faut me partager. Donc sur mon compte Instagram qui s'appelle également Mûre et Noisette, et vous pourrez retrouver dessus une story à la une dans laquelle vous pourrez trouver toutes les informations, sachant que j'en ai pas mal en attente, donc j'essaye de répondre autant que je peux, mais je n'y arrive pas parce qu'il y a vraiment... J'ai beaucoup de demandes pour ce sujet. J'essaye de prendre des profils qui peuvent correspondre à d'autres profils que j'ai reçus aussi pour pouvoir vous présenter des profils assez différents à chaque fois et qu'on puisse parfois retrouver des situations qui ressemblent à la nôtre, même si bien évidemment le budget c'est très personnel. Vous m'excuserez pour ma voix, je sors d'un rhume, je suis vraiment sur la fin. J'ai mes petits mouchoirs à côté, j'ai ma bouillotte sur le ventre. Mais en tout cas ça devrait aller, j'ai retrouvé ma voix depuis hier, donc ça c'est chouette parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le budget de Jade, donc c'est parti. Alors Jade gagne 1091 € par mois, on en reparlera un petit peu plus tard parce que c'est plus compliqué que juste ce revenu. Elle est célibataire, sans enfant, elle a 33 ans, un chat et un chien. C'est important de préciser qu'elle est célibataire et sans enfant puisque ce sont des facteurs qui vont beaucoup modifier le budget. Il y a plein de choses qui jouent sur notre budget, que ce soit le lieu d'habitation, nos habitudes de vie, enfin il y a plein de petites choses comme ça qui vont influencer le budget qu'on va avoir. Mais le fait d'être célibataire par exemple, ça va faire qu'on doit se reposer uniquement sur soi-même pour payer toutes les charges qui peuvent être divisées facilement quand on est à deux. Généralement quand on habite à deux, on va pas doubler le prix du loyer, on paye peut-être un peu plus pour avoir une plus grande surface, mais on n'est pas sur du x2. Pareil pour l'électricité, on va pas consommer 2 fois plus d'électricité, on va pas payer 2 box. Il y a plein de choses comme ça qui permettent de diminuer le budget. Également, souvent sur le budget alimentaire, ça peut être un peu plus difficile de manger pour un plus petit budget quand on est seul dessus, dans le sens où on peut moins préparer de choses en gros et que parfois on peut pas forcément profiter des promos sur certaines tailles ou certains conditionnements parce que ça ne permet pas de les acheter. Mais voilà, c'était important de le préciser dans cette introduction. Jusqu'en 2019, Jade était salariée dans le milieu médical et gagnait 1800 € par mois. C'était vraiment un bon revenu pour elle et ça lui a permis de mettre pas mal d'argent de côté, puisqu'à 30 ans, elle avait 31 000 € de côté, un petit peu plus, 31 332 précisément. Et cette épargne va bien lui servir pour la suite. Elle a fait une rupture conventionnelle pour se reconvertir dans le milieu du bien-être, donc elle a fait une formation et elle a fait le choix difficile pour ça de rendre son logement et d'aller vivre chez ses parents, ce qui n'était pas évident en termes d'organisation familiale. Enfin, c'est toujours compliqué de retourner vivre chez ses parents, surtout pour une question financière, mais c'était obligatoire pour elle par rapport à sa baisse de revenus et pour pouvoir payer sa formation aussi, qui lui a quand même coûté 10 000 €. Du coup, de 2019 à 2021, en habitant chez ses parents, elle touchait le chômage, puisqu'après la rupture conventionnelle, elle a pu toucher le chômage de son ancien métier. Mais elle a aussi un petit peu dépensé sur certains points, puisqu'elle n'avait pas de loyer à payer. Et bien sûr, il y avait sa formation à payer. Dans tous les cas, elle n'a pas tellement touché à l'épargne qu'elle avait de disponible, puisque vu qu'elle touchait son chômage, ça lui permettait de remettre de l'argent de côté, malgré le prix assez élevé de sa formation. À partir de janvier 2021, elle se lance en auto-entrepreneur, donc dans un métier du bien-être, comme j'ai pu vous le dire un petit peu avant. Elle n'a pas souhaité divulguer le métier précisément, mais en tout cas on voit à peu près la catégorie de métier dans laquelle elle est, et elle a eu un chiffre d'affaires très variable, mais jamais énorme, dans le sens où elle a gagné entre 100 € et 900 € par mois. Donc voilà, ça va vraiment de quelque chose de très très bas à 900 € qui commence quand même à être pas mal quand on se lance en auto-entrepreneur. C'est vrai que souvent on n'a pas de très bons revenus dès le début. Et elle n'a jamais eu de mois à zéro, ce qui est vraiment une bonne chose. Initialement, sa formation devait être financée par Pôle emploi, mais les délais ont traîné et finalement cette formation n'a pas du tout été financée et elle a dû intégralement la régler de sa poche. Donc ça a pas mal affecté son budget aussi, même si heureusement elle avait beaucoup d'épargne. Donc ça, et même vous allez le voir pour la suite, vraiment son épargne a totalement l'a bien aidée dans sa situation, parce que sinon ça aurait pu donner quelque chose de très embêtant dans lequel elle aurait pu s'engouffrer, tomber dans le découvert, dans le surendettement. Donc heureusement qu'elle avait et qu'elle a toujours une bonne partie de cette épargne. À partir de juillet 2021, elle a quitté le domicile de ses parents, tout simplement parce que ça devenait compliqué de vivre avec eux, même si elle les adore. Mais c'est vrai qu'à plus de 30 ans, après avoir été indépendante pendant plus de 10 ans, c'était difficile pour elle de rester chez eux. Du coup, elle a pris cette décision qui n'était pas évidente financièrement, parce que ça implique de trouver un logement. Elle pratique son activité dans une salle
salle dédiée chez elle, donc il lui faut un logement assez grand. Il faut que son logement soit bien situé, que ce soit pas trop loin, pas trop éloigné du centre-ville, qu'elle puisse aussi aller chez certains de ses clients elle-même sans que ce soit trop loin. Et également, elle habite dans la campagne bretonne et elle me précise que dans la période après Covid, beaucoup de gens sont venus vivre là-bas, qu'il y a très peu de locations sur le marché et que ça l'a obligée à dépasser son budget puisqu'initialement elle ne voulait pas dépasser entre 450 € et 500 € par mois de loyer et finalement elle s'est retrouvée obligée de prendre un appartement à 560 €, ce qui fait quand même une belle différence de budget quand on a un petit revenu puisque si on regarde bien, ça couvre plus de la moitié de ce qu'elle gagne qui part dans ce loyer. Et également, elle habite dans un endroit qui est très mal desservi par les transports en commun, ce qui l'oblige à avoir une voiture. Elle n'a pas des énormes dépenses concernant la voiture, mais malgré tout, ça reste... En fait, quand on a vraiment un petit budget, la moindre dépense prend une place importante dans le budget aussi. Donc c'est sûr que ça, c'est des frais supplémentaires quand on habite à la campagne et que c'est mal desservi et qu'on est obligé d'avoir une voiture. Nous allons passer au détail des chiffres, donc comme d'habitude je m'aide de mon carnet parce que je ne retiens pas tout par cœur. Au niveau des revenus, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a lissé sur les 20 derniers mois, puisqu'au moment où elle m'a envoyé son budget, ça faisait 20 mois qu'elle avait lancé son activité. Pour vraiment avoir une idée précise, c'est bien quand on a des revenus comme ça très variables, de se faire une moyenne, de voir ce que ça représente et de ne pas uniquement baser ses revenus sur les mois où ça marche bien ou sur les mois où ça marche mal. Voilà, c'est bien d'avoir une idée globale de ce que ça donne. Sinon, c'est vrai qu'on s'en sort pas quand il y a de telles variations entre un mois avec 900 € de revenus et un mois avec 100 €. C'est évident que c'est pas du tout pareil. Donc, elle a eu la CAF 653,61 €. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. J'imagine qu'il y a des APL dedans. Je ne sais pas quelle est l'autre partie. Je ne sais pas ce qui est déductible aussi si jamais elle se met à... Si jamais elle arrive à gagner plus avec son activité, à quel moment peut-être qu'il va y avoir moins de revenus, parce qu'il y a aussi souvent ça quand on est à ce niveau un petit peu charnière où on a une bonne partie de nos revenus qui reposent sur les aides, mais qu'on commence à gagner plus et qu'on a les aides qui diminuent à ce moment-là, et que finalement ce qu'on gagne en plus, on le perd en aide, ça peut être ce moment assez difficile où on a la frustration de gagner plus techniquement, mais de ne pas avoir plus sur son compte en banque à la fin. Donc c'est vrai que quand on est proche de ces paliers, ça peut être difficile. Donc là, je ne sais pas à quel niveau c'est. J'imagine que dans tous les cas, tant qu'elle ne dépasse pas d'énormes revenus, elle aura toujours la partie APL. Ensuite, elle a travaillé cet été dans un mi-temps payé au SMIC. Donc elle a touché 1231 € sur 2 mois parce que vraiment elle ne s'en sortait plus, elle avait besoin d'avoir un petit peu des mois qui finissent dans le vert. Et ça lui a permis en moyenne, du coup, on peut considérer qu'elle a gagné 61,55 € de plus par mois sur les 20 derniers mois puisqu'elle a lissé cette somme sur la globalité de ces 20 derniers mois. Ensuite, son chiffre d'affaires moins les charges d'URSSAF, donc ce qui lui reste en net après avoir payé les charges, c'est 376 € par mois. Elle a réalisé 7 521,73 € de bénéfices, de salaire qu'elle a pu se verser sur les 20 derniers mois avec son activité d'auto-entrepreneur. Encore une fois, c'est souvent ça quand on lance son entreprise. Des fois, les premières années, on a vraiment très peu de salaire et c'est pour ça que c'est vraiment bien qu'en France, le chômage existe, qu'on puisse se lancer en auto-entrepreneur en ayant le chômage. Ça, c'est vraiment quelque chose qui aide énormément. Moi, c'est ce que j'ai eu. Pendant 2 ans, j'avais mon chômage qui me soutenait financièrement parce que je ne générais pas du tout assez d'argent avec mon entreprise. Là, elle n'a plus le droit au chômage, mais heureusement qu'il y a quand même la CAF qui vient soutenir un petit peu tout ça. Après, on en parlera un petit peu plus tard, mais ce qui est bien, c'est de voir qu'il y a des mois où elle a pu faire 900 €. Si ça a pu être fait une fois, ça pourra sûrement être refait et ça peut permettre d'envisager des mois où ça ira beaucoup mieux. Ça lui fait un total de 1091,16 €, ce qui est au-dessus du seuil de pauvreté quand même, mais qui est quand même dans la partie des 30% des salaires les plus bas en France. Donc c'est toujours pour donner une idée, je dis pas du tout ça pour classer les gens entre eux ou quoi que ce soit. De toute façon, on n'est pas défini par ce que l'on gagne. Mais j'ai souvent des commentaires qui vont dire bah moi je gagne beaucoup moins donc pour elle ça doit être facile. En fait, faut vraiment pas se comparer comme ça, c'est pas parce que pour nous c'est plus difficile à nos yeux parce qu'on a une situation qui nous paraît pire que pour l'autre personne c'est facile. Je l'ai eu sur un de mes derniers budgets de mère célibataire qui avait pas un revenu énorme avec des gens qui avaient des revenus encore plus bas et qui disaient oui mais pour elle ça doit être super facile. Bah non, en fait vraiment chaque situation est très différente et c'est pas parce qu'une situation nous paraît mieux que la nôtre qu'elle est forcément facile à vivre pour l'autre personne et c'est toujours, je pense que c'est toujours à garder en tête. Et donc auparavant, quand elle avait 1800 € de revenus par mois, ça la plaçait à peu près dans la classe moyenne
supérieure, légèrement supérieure on va dire, même si encore une fois par exemple là elle est avec ces revenus là, mais elle a son épargne qu'elle a pu se former avec ses revenus d'avant qui l'aide énormément. C'est pour ça que vraiment je vous recommande toujours de vous faire une épargne. On peut pas tous avoir 30 000 euros de côté, ça peut se faire sur des années, des fois quand on a un bon salaire et tout, bien sûr on peut réussir à mettre 30 000 euros de côté, mais même réussir à mettre une petite somme, avoir quelque chose qui nous permet de payer notre loyer les mois où on a moins gagné, d'avoir un petit peu de sécurité, et surtout quand on se lance en tant qu'auto-entrepreneur, c'est vraiment bien dans ce cas-là d'avoir peut-être une année devant nous en termes d'épargne pour s'assurer si jamais on a une année de très mauvais revenus ou 2 années. Au moment où je me suis lancée, j'avais quand même une bonne épargne pour pouvoir couvrir mes arrières les mois où je gagnais 300 euros et que c'était pas la joie financièrement. Nous allons passer à la catégorie des dépenses, donc elles sont classifiées avec les dépenses fixes et les dépenses variables. Les dépenses fixes, c'est vraiment ce qu'elle dépense actuellement depuis qu'elle n'est plus chez ses parents, tandis que les dépenses variables, ça va compter tout ce qu'elle a dépensé sur les 20 derniers mois, qu'elle a lissé mensuellement pour vraiment avoir une idée de ce qu'elle a dépensé, de son budget précis. Donc en termes de dépenses fixes, elle en a pour 857,28 €. C'est là où on voit que déjà c'est très élevé en termes de dépenses fixes par rapport à ses revenus. Ça touche à plus de 80% de ce qu'elle gagne qui part déjà en dépenses fixes, donc forcément c'est compliqué. Il va y avoir le loyer, donc 562,02 €. Donc pour ce qu'on disait avant, il y a une salle dédiée à son entreprise, donc ça compte aussi pour son entreprise. Si elle n'était pas en auto-entrepreneur et qu'elle ne faisait pas cette activité, elle aurait peut-être pu prendre un logement plus petit ou dans un endroit peut-être un peu moins proche du centre-ville ou quelque chose comme ça. Ensuite, en eau, elle paye 34,29 €, donc c'est une... Je sais jamais combien les gens sont censés payer en eau. Moi, c'est compté dans mes charges de copro et souvent j'y fais pas très attention. Faudrait peut-être que je regarde pour avoir une idée précise. En électricité, elle ne dépense que 30,93 € parce qu'elle ne chauffe pas l'hiver. Donc ça c'est un sujet aussi assez important en ce moment, dont je parle souvent sur Instagram et dont beaucoup d'abonnés me parlent en ce moment, puisque évidemment c'est la saison. Mais ne pas chauffer, évidemment que ça aide à faire des économies. C'est pas possible partout. J'en ai déjà parlé plein de fois, moi je ne chauffe pas chez moi. Je vais avoir l'avantage d'habiter à Marseille, donc il fait moins froid que dans pas mal d'endroits en France. Mais par contre, par exemple, je suis exposée plein nord et je n'ai pas un appartement traversant ou quoi que ce soit, ce qui fait que je n'ai pas le soleil qui va réchauffer la paroi de mon appartement et qui forcément va réchauffer mon appartement. Je n'ai pas spécialement de voisins qui chauffent, donc je n'ai pas cet effet là aussi, parce que des fois quand on a un appartement qu'on n'a pas besoin de chauffer, ça peut être lié au fait qu'on a des voisins qui chauffent beaucoup. Et selon les régions où on habite, ça va jouer aussi. J'ai pas mal d'abonnés qui ne chauffent pas dans des régions auxquelles on ne penserait pas spécialement, par exemple à Lille, par exemple à Dijon, voilà, enfin il y a des endroits où j'ai des abonnés qui ne chauffent pas du tout, et j'ai des abonnés qui sont à Marseille mais qui chauffent parce qu'ils sont vraiment dans un appartement mal isolé, exposé nord, et que c'est pas évident pour eux. Donc il n'y a pas que la localisation qui joue, mais c'est vraiment super qu'elle n'ait pas besoin de chauffer chez elle. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, je vous la mets quelque part par là. Ensuite, en forfait téléphonique, elle en a pour 22,99 €. C'est relativement élevé, je trouve, par rapport à ce qu'on pourrait trouver. Après, ça dépend aussi de ce qui capte chez soi, parce que des fois, tous les opérateurs ne captent pas partout. Ça dépend aussi peut-être de ses besoins. Par exemple aussi la box internet coûte 15,99 €. Des fois il peut être intéressant de voir si on a vraiment besoin d'une box. Dans les données qu'on a avec notre forfait téléphonique, est-ce que ça peut pas suffire à couvrir nos besoins en connexion internet? Ça c'est vraiment variable, c'est toujours à étudier. Mais nous par exemple on a une box parce que nos données ne suffisent pas à couvrir tous nos besoins. Par exemple dès que je dois exporter une vidéo et que je suis pas chez moi et que je dois le faire avec mes données sur mon portable, ça me prend tout, c'est une catastrophe, ça prend super longtemps. Donc je dis pas qu'il faut supprimer la box, ça dépend totalement de sa situation. Peut-être qu'elle veut que ses clients aient de la wifi quand ils attendent chez elle. Il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'elle a besoin d'une box, mais en tout cas ce sont des forfaits qu'on peut peut-être réduire. C'est toujours intéressant de chercher à renégocier ces forfaits, de voir s'il n'existe pas moins cher ailleurs. Si par exemple on arrive à économiser 10 € par mois, ça fait 120 € d'économiser par an, ça fait 1200 € économisés sur 10 ans. Et en voyant comme ça sur du long terme, des fois ça permet vraiment d'avoir envie de faire des efforts sur certains sujets. Ensuite, en assurance logement, elle en a pour 10,04 € par mois, donc ça c'est obligatoire pour habiter dans un logement et c'est difficilement négociable, enfin surtout que là elle est vraiment pas très chère.
En assurance voiture, 37,38 €. Sa mutuelle lui coûte 47,30 €. Ça, c'est également quelque chose, lorsqu'on est en indépendant, on doit payer sa mutuelle et forcément ça a un certain prix, même si ça reste abordable par rapport à beaucoup de pays, parce qu'en France, c'est pas très cher de payer sa mutuelle. On a la Sécu qui marche quand même plutôt bien, on va dire. Donc évidemment que c'est pas hyper cher, mais ça reste à peu près 5% de ce qu'elle gagne par mois uniquement pour la mutuelle, donc forcément ça représente quand même un petit coût. Ensuite elle paye pour le sport 35 € par mois, elle y va 3 fois par semaine. Ça c'est pareil, quand on a un petit budget ça peut être compliqué de garder ce budget là, mais pour autant quand on fait du sport 3 fois par semaine, c'est qu'on est à un stade où c'est vraiment important pour nous, pour notre bien-être, et il faut jamais sacrifier sur sa santé. Donc bien sûr si on est dans une situation catastrophique où on n'arrive pas à manger, peut-être, mais déjà on peut essayer de trouver des associations pour essayer de trouver à manger, mais c'est bien de garder ce budget tant qu'on le peut en tout cas. Ensuite elle a un virement vers son PEL de 50 € par mois. Ça elle le compte dans les dépenses, moi je le compterais plutôt dans une catégorie à part qui serait vraiment de l'épargne, sachant que quand on a un PEL on est obligé de l'alimenter à hauteur de 45 € par mois il me semble, et elle le prend sur ses autres livrets d'épargne pour le basculer dessus, c'est pas pris sur ce qu'elle gagne mensuellement. Donc moi je l'aurais pas spécialement compté dans les dépenses comme ça. Après en frais bancaires elle en a pour 11,34 € par mois, 8,20 € pour son compte perso et 3,14 € pour le compte pro. Ça c'est pareil, ça peut être intéressant de passer sur une banque en ligne gratuite. Après si c'est important pour nous, si on se sent mieux accompagné ou plus en sécurité avec un compte comme ça, on fait du mieux qu'on peut. Ça reste une dépense qui peut paraître importante à l'année, donc c'est à étudier. Mais en tout cas, voilà, il y a 11,34 € de frais bancaires. On passe maintenant aux dépenses variables, donc elles sont lissées sur les 20 derniers mois et ça nous donne 792 € au total, sachant qu'il faut aussi prendre en compte que dans ces dépenses variables, il y en a qui sont de l'année dernière pendant les 6 mois où elle était encore chez ses parents en 2021 et donc elle avait une situation financière qui était plus confortable, elle avait un petit peu plus envie de se faire plaisir, qu'au milieu de tout ça il y a eu des confinements, il y a eu des moments où elle a eu envie de se faire un petit peu plus plaisir et qu'également elle a 30 000 € de côté, ce qui lui donne plus de sécurité pour se faire plaisir parfois par rapport à si elle avait eu 0 et si elle était en train de piocher dans son découvert. Donc il va y avoir des dépenses qui sont un petit peu plus élevées, mais c'est pas parce qu'elles ont eu lieu dans le passé qu'elles vont se reproduire tous les mois ensuite. C'est vraiment, ça a été lissé sur 20 mois, mais pour la suite ça pourra sûrement être réduit pour certains budgets. Donc en essence qui lui sert pour ses déplacements pro et perso, il y en a pour 110 € par mois. Ensuite en courses, elle dépense 150 € par mois. Elle me précise qu'elle fait majoritairement ses courses à Lidl, mais qu'elle va aussi à Leclerc ou à Picard. Après, nous avons des dépenses de parapharmacie, 45 € par mois en moyenne. Elle me précise que c'était un petit peu son petit plaisir, qu'elle s'est offert beaucoup de soins pour les cheveux, pour le visage, pour le corps, des huiles essentielles, un petit peu de maquillage quand elle avait besoin de renouveler son mascara par exemple, et qu'elle avait été pas mal influencée par des contenus beauté sur YouTube. C'est des dépenses qui ont été faites avant et qui sont pas... Elle n'a pas prévu de redépenser 45 € le mois prochain, puis 45 € celui d'après. Elle a fait un stock, elle a un petit peu craqué sur ça parce que ça lui faisait plaisir. Ensuite, en centre culturel, elle a dépensé 25 € par mois en moyenne. Elle me précise qu'elle a acheté beaucoup de livres et qu'elle aime énormément écrire dans ses livres, surligner, les relire pas mal de fois ensuite et que du coup c'est compliqué d'emprunter des livres. Mais voilà, donc ça rend compliqué l'accès à une médiathèque, ça peut peut-être être possible pour certains livres, on en parlera après. Et que également pendant les confinements, elle s'est acheté pas mal de matériel de peinture et de dessin pour s'occuper et que ça lui a fait du bien. Donc ça compte aussi dans ces dépenses-là. Ensuite en restaurant, donc toujours lycée, ça donne 8 € par mois, donc vraiment elle n'a pas fait énormément de restaurants sur les 2 dernières années. En vacances, elle a dépensé 17 € par mois en moyenne. Elle est partie une seule fois en vacances sur les 2 dernières années. Elle m'explique que ça la frustre un petit peu et que c'est peut-être pour ça qu'elle a eu pas mal de dépenses en loisirs, en sortie, parce qu'elle avait besoin de décompresser, de sortir un petit peu de son quotidien, de se faire plaisir. C'est tout à fait normal d'avoir besoin de se faire plaisir, d'avoir besoin de faire des extras. Et parfois c'est difficile de gérer son budget dans ces situations-là, et quand il y a de la frustration derrière, ça peut être encore plus difficile aussi. Alors pour le budget sortie, elle en a eu pour 40 € par mois en moyenne. Dans ce qu'elle entend par les sorties, c'est boire un verre, aller à un concert, aller au cinéma. Il y a aussi quand elle est allée au mariage de ses proches et que forcément ça entraîne des dépenses de déplacement, etc.
Donc c'est un budget qui en soi n'est pas élevé, c'est pas du tout énorme de dépenser 40 € par mois, encore une fois, en sortie, c'est pas astronomique. Ça représente un budget par rapport à ce qu'elle peut dépenser au total, donc forcément ça va empiéter dessus, mais après on a besoin aussi de loisirs, donc c'est compliqué de trop se restreindre sur ce sujet-là. En budget vêtements, ça a donné 50 € par mois puisqu'elle a refait toute sa garde-robe quand elle était chez ses parents, mais encore une fois c'est pas parce que ça a été dépensé là que ce sera redépensé le mois prochain. Donc ce qui est bien, c'est que maintenant elle a une base de garde-robe et qu'elle n'a pas besoin de tout racheter, qu'elle peut juste renouveler de temps en temps dès qu'il y a quelque chose qui est trop abîmé, qu'elle peut essayer aussi de voir si elle peut acheter d'occasion certaines choses, si elle peut trouver des sites pour échanger, pour vendre, pour aller dans ce sens-là. Ensuite, en chaussures, elle en a eu pour 12 € par mois en moyenne. Elle m'explique qu'elle a des sandales, des baskets de sport, des bottes d'hiver et une paire pour les mariages. Ensuite, en budget cadeau, il est élevé parce qu'elle a une famille nombreuse. Tout le monde offre des cadeaux à tout le monde et elle se sent un petit peu obligée. Donc elle dépense 50 € par mois en moyenne en cadeaux. Ça, c'est vrai que c'est très élevé, c'est très délicat comme sujet quand on a des problèmes d'argent mais qu'on veut quand même participer, qu'on veut pas le faire ressentir aux autres. On en parlera un petit peu plus tard. En entretien de sa voiture, il y en a pour 33 € par mois. Pour ses animaux, elle dépense 110 € par mois. Donc ça, c'est clair que c'est un budget élevé, c'est un des budgets les plus élevés qu'on a vu passer depuis tout à l'heure. Évidemment, les animaux, ça a un certain coût. Elle me précise que son chat a eu des problèmes de santé et que du coup, depuis, elle achète vraiment de la très bonne nourriture pour ses animaux. Son chien a des croquettes qui coûtent 58 € par mois. Son chat a des croquettes assez chères aussi. Et pour elle, c'est vraiment pour anticiper vraiment de futurs problèmes de santé et éviter qu'ils en aient. Donc elle investit dans de la nourriture de bonne qualité pour ses animaux. Quand on a des animaux, on va pas les abandonner parce qu'on a des problèmes de budget. Donc c'est très facile de dire aux gens, mais t'avais qu'à pas avoir un chien, t'avais qu'à pas avoir un chat. Les animaux, ce ne sont pas des jouets, ce ne sont pas des plantes vertes. On ne va pas les abandonner parce qu'on n'a plus les moyens de s'en occuper. Donc malheureusement, même si ça représente un gros budget, on est obligé de le mettre. C'est quelque chose qu'il faut par contre anticiper. Si là par exemple vous êtes dans la situation où vous rêvez d'avoir un petit chat mignon, un chien, un animal de compagnie, quand ils sont petits ça coûte pas trop d'argent, mais plus ils vieillissent, plus il peut y avoir des problèmes de santé, des frais élevés. Dans tous les cas, quand on a un animal, on doit s'en occuper, on doit prendre soin de sa santé, l'emmener chez le vétérinaire dès qu'il y a un problème, et ce sont des frais. Et si vraiment vous voulez un animal, les refuges sont pleins, donc n'hésitez pas à aller prendre un animal dans un refuge et à ne pas l'acheter dans un élevage. Elle a également acheté une formation bien-être qui lui est revenue en moyenne à 20 € par mois et une formation pour apprendre à investir en bourse qui lui revient à 7 € par mois. Après, en frais d'entreprise, elle en a pour 115 € par mois. Donc là, on voit que les frais d'entreprise sont quand même élevés, surtout qu'il faut les déduire finalement de ce que l'entreprise génère. Dans ses frais, il va y avoir le fait d'être référencé par les pages jaunes qui lui coûte 800 € par an. C'est super cher. Il va y avoir aussi son assurance professionnelle. Elle a appris à créer son site internet, donc elle a plus besoin de payer quelqu'un pour s'occuper de son site internet. Ça fait de belles économies. Elle a eu par exemple besoin d'acheter une imprimante qui lui a coûté 300 €. Ce sont des frais assez élevés. Et le problème par exemple du référencement page jaune à 800 € par an, c'est qu'on ne peut pas vraiment le supprimer, à moins de se passer de ce canal pour trouver de nouveaux clients, mais c'est compliqué aussi. Heureusement aujourd'hui il y a les réseaux sociaux qui viennent compléter tout ça. Quand on a besoin de se faire de la publicité, c'est vrai que avoir ses propres réseaux sociaux ça peut être très pratique, mais il y a aussi les moyens d'avant, les moyens traditionnels qui marchent aussi, donc c'est toujours très compliqué quand on a comme ça ces frais de base incompressibles et que malheureusement les revenus ne sont pas étendus à l'infini. Ce qui fait un total de dépenses de 1649,28 € et ça ferait donc un déficit de 558,12 € si c'était perpétuel, si ça continuait comme ça à avoir les mêmes dépenses variables, même si je ne pense pas que ce soit le cas puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été achetées avant et qu'elle a simplement lissé sur la globalité de la période, mais on va parler un petit peu après de ce qui peut être réduit, de ce que l'on peut changer dans ce budget pour essayer de trouver une situation plus équilibrée. Alors pour son épargne restante actuelle, il lui reste précisément 23 842 € de côté. Donc elle a 3 290 € sur son livret A, ça lui permet de combler les fins de mois. C'est là où elle va piocher dès qu'il faut remettre 300, 500 € sur son compte courant parce qu'il y a eu des dépenses plus élevées que ce qu'elle a gagné.
il va y avoir 7320 € sur son PEL, plan épargne logement. Elle ne peut pas piocher dessus, le PEL c'est un compte bloqué, c'est le compte sur lequel elle met 50 € par mois depuis son autre livret. Ensuite, elle a un livret d'épargne populaire, c'est marrant, j'en parle pas mal finalement dans mes vidéos récentes, avec 7734 € dessus. Je vous en ai parlé du coup récemment, il est passé à 4,6% d'intérêt, il est accessible sous conditions de revenus, donc il faut être en dessous d'un certain seuil pour pouvoir en bénéficier, mais c'est vraiment intéressant. À l'année, ça fait à peu près 300 € d'intérêt qui vont se cumuler sur le livret d'épargne populaire si vous êtes à 7700, il me semble que c'est ça le maximum. Et c'est pas mal, ça va se cumuler, ça fait des intérêts cumulés et c'est quand même assez intéressant. Bien sûr, on a une inflation qui est assez élevée, mais ça peut être bien déjà d'avoir de l'argent qui n'est pas à perte tous les ans. Et même quand on est à un stade comme ça où on met de l'argent de côté, où on compte un petit peu à l'euro près dans son mois, dans ses dépenses, avoir 300 € de plus sur son livret début janvier, ça fait toujours du bien. Donc là par exemple dans sa situation, vu que ça fait plus d'1 an qu'elle a cet argent sur son livret d'épargne populaire, elle aura des intérêts qui vont arriver en janvier. Je crois que c'est passé à 4,6% cet été, donc elle n'aura pas la totalité des 300 €, mais elle aura quand même plus d'une centaine d'euros qui vont se cumuler à ce qu'elle a déjà dessus, et c'est toujours bien en fait, c'est toujours sympa. Après, elle a 794 € qui sont placés en bourse, en ETF. Elle a 4700 € sur son compte courant professionnel. Voilà, donc elle a aussi de l'argent pour son entreprise. Ce qui fait que sur les 20 derniers mois, elle a sorti 7490 € de ses économies. Donc c'est pas énorme, ça va pas correspondre au déficit dont on parlait tout à l'heure de 558 € par mois, puisque au début elle était chez ses parents, donc elle ne payait pas de loyer, etc. Il y avait beaucoup moins de dépenses, donc elle n'a pas eu à piocher autant dans ses économies. Mais c'est surtout le cumul entre les dépenses variables lissées sur les 20 derniers mois et le fait qu'elle a eu des charges fixes qui se sont ajoutées à ça et qui ont été vraiment élevées, qui ont fait qu'elle a dû piocher dans son épargne. Après, elle n'a pas tant pioché que ça, 7490 € en quasiment 2 ans, ça fait 300 € par mois je pense, quelque chose comme ça fait aux alentours de 300 € par mois. Donc bien sûr c'est mieux quand on est à une situation d'équilibre, ou encore mieux quand on met de l'argent de côté tous les mois. C'est l'idéal quand on travaille de pouvoir avoir un petit peu plus chaque mois qui passe. Mais en tout cas c'est pas catastrophique et elle a encore beaucoup de marge devant elle pour donner une chance à son entreprise. Donc son plan d'action actuel, c'est qu'elle s'est inscrite depuis 3 semaines dans des boîtes d'intérim pour trouver un complément de revenus et arrêter de grignoter ses économies. Qu'elle aimerait bien par exemple utiliser pour un investissement immobilier plutôt que de s'en servir pour combler ses fins de mois. Et cet été, elle s'est rendue compte qu'en travaillant donc en 15 heures par semaine, c'est la première fois en 20 mois qu'elle était vraiment dans le vert à la fin du mois. Donc elle s'est rendue compte que travailler en plus, ça pouvait vraiment apporter quelque chose. Après, il faut voir aussi ce qui risque d'être déduit des allocations. Je ne sais pas exactement, encore une fois, quelles sont les allocations, qu'est-ce qui peut être un petit peu amputé des allocations, enfin, comment ça peut se passer. Et bien évidemment que l'idéal, c'est d'avoir une entreprise qui fonctionne sans les aides. Je pense que c'est le but de tout le monde. Et c'est très bien qu'elle envisage aussi d'autres solutions pour compléter, sans pour autant renoncer totalement à son projet, puisque quand on veut se lancer dans son entreprise, même si on sait qu'il y a des difficultés, on le fait pour une raison. On le fait parce que ça nous rend heureux de faire ce métier. Donc c'est bien qu'elle ait toute cette épargne, qu'elle soit prévoyante et qu'elle envisage d'autres solutions aussi pour essayer de faire perdurer son projet. Elle m'a demandé quelques conseils du coup pour essayer de rétablir la situation, avoir une situation plus équilibrée. Donc pour moi il y a vraiment 2 choses sur lesquelles il faut vraiment agir. Il faut diminuer les dépenses d'un côté, puisque forcément il y a des dépenses qui sont très élevées par rapport à ce qu'elle gagne, et il faut éventuellement aussi augmenter les revenus pour éviter de trop diminuer les dépenses et de se retrouver à tout enlever, parce qu'à un moment si on vit c'est aussi pour profiter des choses et on va pas uniquement travailler et ne jamais profiter de quoi que ce soit. Alors pour moi dans les dépenses, déjà il y en a auxquelles on ne peut pas vraiment toucher. Par exemple le loyer, ça va être compliqué de le modifier puisque elle a pris ce qu'elle a trouvé de mieux par rapport à sa situation. C'est pareil, les frais professionnels sont élevés mais on peut pas vraiment les changer. Les frais liés aux animaux sont élevés mais on peut pas vraiment les changer.
Donc les points sur lesquels à mes yeux on peut agir. Bon, déjà les 50 € du PEL, je ne les considérerai pas forcément comme une dépense. Je vois très bien pourquoi elle l'a considéré comme une dépense, par le fait que c'est obligatoire, qu'elle est obligée de les virer chaque mois et que du coup elle les prend de son compte épargne pour le mettre sur un autre compte épargne, mais ce ne sont pas vraiment des dépenses dans le sens où ça ne sort pas finalement de son argent personnel pour aller sur un compte externe, c'est vraiment de l'argent qu'elle se reverse à elle-même. Après, par exemple, pour les cadeaux, c'est vrai que c'est un budget élevé. 50 € par mois, ça fait 600 € par an. C'est très élevé quand nos revenus mensuels sont de 1000 €. C'est vraiment difficile de pouvoir continuer à faire autant. Je comprends ce que c'est le fait que ce soit une famille nombreuse. Je viens d'une famille nombreuse, pas en termes de frères et sœurs, j'ai pas du tout de frères et sœurs, mais j'ai beaucoup de cousins. Quand on fait des Noëls, on fait des énormes Noëls. Et nous, vraiment, la situation qu'on a trouvée pour éviter d'avoir à faire plein de cadeaux, c'est qu'on fait un seul beau cadeau à une seule personne et qu'on fait un espèce de Père Noël secret, on reçoit le nom de la personne à qui on doit faire un cadeau et on fixe un budget qui va être par exemple de 50 € ou de 100 € et on offre un cadeau de cette valeur-là et c'est vraiment plus pratique pour éviter de faire 35 cadeaux et finalement d'acheter des cadeaux à 15 €, 20 €, mais d'en acheter plein, de se ruiner et qu'on reparte tous avec plein de cadeaux, mais finalement pas de gros cadeaux qualitatifs. Donc ça peut être bien d'avoir un seul beau cadeau. Et également pour tout ce qui est anniversaire, pour les cadeaux comme ça peut être bien d'expliquer la situation aussi. Les proches peuvent peut-être comprendre qu'on peut pas mettre le même budget que ce qu'on met d'habitude. On peut dire que par exemple on souhaite ne pas avoir de cadeau et ne pas en faire, ou alors faire un tout petit cadeau et dire qu'on veut un tout petit cadeau aussi à un petit prix. Ça peut être bien aussi de vraiment pas se mettre en difficulté pour faire plaisir aux autres. Je suis à peu près sûre que nos proches n'ont pas envie qu'on se mette en difficulté pour leur faire des cadeaux, et au moment où la situation ira mieux, parce que je suis sûre qu'à un moment sa situation ira mieux, peut-être qu'elle pourra faire de beaux cadeaux à ses proches pour compenser, mais ce serait vraiment bien de réduire ce budget puisqu'il n'est pas tenable par rapport à ce qu'elle gagne. Et peut-être d'essayer de le diviser par deux, au lieu de dépenser 600 € par an, dépenser 300 € par an, ce qui reste beaucoup, hein, ça reste quand même élevé, 300 € par an de cadeaux, surtout quand on gagne aux environs de 1000 €, et ça lui ferait une économie de 25 € par mois. Ensuite, pour le budget course, actuellement elle dépense 150 € par mois. C'est rien d'extravagant, c'est pas non plus énorme, mais en tout cas dans les périodes un petit peu difficiles, ça peut être un budget qui peut être un petit peu réduit. Il ne faut jamais réduire son budget de manière à manger de manière vraiment déséquilibrée, mais il peut peut-être être un petit peu réduit. Par exemple, essayer de faire le système des enveloppes. J'en suis pas forcément adepte, mais c'est vrai que pour la question alimentaire, ça peut vraiment être intéressant d'aller faire ses courses par exemple avec une enveloppe de 30 € par semaine, donc pour une seule personne puisqu'elle mange, puisqu'elle cuisine et tout ça pour elle toute seule, et de voir si ça tient. Si ça tient pas, c'est pas grave, repasser à une enveloppe plus élevée. Mais également on peut tester des fois de faire des semaines un petit peu vide placard, essayer de se diriger vers les denrées qui coûtent pas très cher, voir les listes de repas qu'on aime bien et qui ne coûtent pas trop cher. On peut trouver plein d'idées de repas comme ça qui nous conviennent, qui couvrent nos besoins nutritionnels et qui ont un faible coût. Éventuellement aussi selon l'activité professionnelle qu'elle peut faire en parallèle de son entreprise, elle pourra peut-être avoir des avantages comme des tickets restaurants, ou si c'est par exemple un job de service dans la restauration, avoir des repas, parce que quand on bosse dans un resto on n'a pas beaucoup d'avantages, mais les avantages qu'on va avoir c'est qu'on a notre déjeuner qui est compris, et ça peut vraiment diminuer le budget aussi, donc ça peut être à voir. En tout cas sur ma chaîne vous avez pas mal de défis petit budget où je teste de manger par exemple avec 1 € par repas, ce qui fait à peu près 21 € par semaine. Donc si on compte 30 € par exemple par rapport au défi petit budget que je fais, ça laisse quand même une bonne marge. On se rend vraiment compte quand on a un petit budget que chaque euro en plus du minimum on va dire pour manger équilibré peut vraiment permettre de se faire plaisir. Après ça dépend de la manière de manger de chacun aussi. Si par exemple je sais pas elle mange sans gluten, forcément ça coûte un petit peu plus cher, ou si elle souhaite manger 100% bio, ça va être difficile de faire moins. Donc c'est toujours à étudier selon nos choix, mais ça peut être envisageable en tout cas. Ensuite sur le budget parapharmacie, voir s'il est possible de réduire par exemple en passant de 500 € par an
à 120 € par an, ce qui reste un budget raisonnable, ça dépend ce que l'on achète encore une fois, ça peut permettre de bien diminuer la note mensuelle et de se dégager 35 € aussi. 35 € c'est pas mal du tout, ça fait une belle marge. Et ça permet de vraies économies. Après c'est pareil, faut pas oublier aussi de quand on utilise des produits, souvent on peut en utiliser moins que ce que l'on pense. C'est comme par exemple pour le dentifrice, quand vous voyez les pubs avec la personne qui étale un gros cordon de dentifrice comme ça, dans la vraie vie on peut vraiment mettre un petit poids de dentifrice, on n'est pas obligé de mettre une énorme quantité, ou une noisette, on peut mettre une noisette, voilà. Pour le budget centre culturel, normalement c'est pareil, elle a déjà son matériel de peinture et de dessin, je pense pas qu'elle va en racheter plein de sitôt. Peut-être voir par exemple pour demander dans les cadeaux de Noël, puisqu'il y a beaucoup de cadeaux de Noël dans sa famille, d'avoir des bons d'achat pour les centres culturels pour pouvoir s'acheter ses livres avec ses bons d'achat et éviter de le dépenser de son propre budget. Même si par exemple elle n'arrive pas spécialement à réduire son budget cadeau, bah, au moins ça fait que dans les cadeaux qu'elle récupère elle, peut-être que ça peut lui permettre de diminuer le budget centre culturel pour acheter les livres sur lesquels elle a envie d'écrire, sur lesquels elle a envie de surligner, de pouvoir les relire. Et si c'est, encore une fois, si c'est important pour nous, on peut pas juger ça de l'extérieur et se dire non mais il suffit d'aller à la médiathèque. Éventuellement aller à la médiathèque en plus pour certains livres qu'elle voudrait juste lire une fois, ça peut être bien aussi, mais voilà, essayer de trouver quelque chose pour éventuellement réduire ce budget. C'est pas non plus horrible 25 € par mois de budget en culture, en livres, en matériel de dessin, mais c'est vrai que sur l'année ça représente 300 €, c'est toujours ça en fait, sur l'année ça représente un certain budget, peut-être qu'il peut être un petit peu diminué. S'il est par exemple diminué de 25 € par mois à 10 € par mois, ça permet de se faire quelques achats quand même et d'avoir, si ses proches acceptent, de lui offrir des bons d'achat ou alors les livres qu'elle souhaite, ça peut lui permettre de plus avoir ce budget-là à sortir de sa poche. Et ça peut vraiment être intéressant pour sa situation et ne pas continuer à trop piocher dans ses économies. Sur le budget vêtements, je pense évidemment qu'il peut bien être réduit maintenant que les stocks sont faits, maintenant que la garde-robe est intégralement renouvelée, racheter simplement ce dont on a besoin au moment où vraiment c'est plus possible de rapiécer. Voilà, ça, c'est clair que c'est un budget sur lequel on peut jouer puisqu'il est actuellement assez élevé, on est de l'ordre de 600 € par an, donc c'est quand même un bon budget. Peut-être par exemple garder, je dis ça au hasard, je dis 10 € par mois pour faire un budget de 120 € à l'année pour acheter par exemple un pantalon et 2 t-shirts ou enfin peu importe ce dont il y a besoin, racheter une écharpe de temps en temps, racheter quelque chose, vraiment essayer de se rediriger vers l'occasion pour ce qu'on est d'accord d'acheter d'occasion et voilà, en tout cas on peut par exemple le réduire à 120 € par an, ça ferait une économie aussi de 40 € par mois, ce qui est non négligeable. Un budget qui peut être retiré pour le moment aussi, c'est le budget formation, ça dégagerait 27 € par mois et ça nous ferait donc des économies totales de 222 € par mois. C'est déjà ça de moins à payer. On reste malgré tout en déficit, 336,07 € précisément, mais et c'est à peu près ce qu'elle a pioché dans son épargne par mois sur 2 ans, donc peut-être qu'elle a déjà réduit de cette manière-là. On va voir ce qu'il peut être possible de faire pour augmenter les sources de revenus. Alors déjà, il faut regarder est-ce que les revenus professionnels sont croissants. Si par exemple les 100 € par mois c'était plutôt il y a 20 mois et que maintenant on est plutôt sur des 500, 600, 700, ça peut être très bon signe et on peut petit à petit, dès qu'on avance dans le temps et qu'on voit que ça devient régulier d'avoir des revenus un peu plus élevés que ce qu'il y avait au début, on peut plutôt se baser sur ces revenus et dans ce cas-là ça peut être sympa d'envisager l'avenir avec ces revenus-là. Il faut voir aussi dans ce qu'elle m'a donné pour les revenus précédents, elle a déjà eu des mois à 900 €, voir ce qu'il en était ce mois-ci, combien ça avait représenté d'heures pour atteindre ce salaire-là, combien elle pourrait viser si elle était vraiment sur le temps maximum qu'elle peut faire, sachant que parfois quand on est en auto-entrepreneur, le nombre d'heures que l'on va facturer ne correspond pas au nombre d'heures qu'on travaille. Par exemple, peut-être que derrière 1 heure de travail, elle va avoir du temps passé à faire le ménage de la pièce, à nettoyer le matériel utilisé, à aller faire les courses pour racheter des choses, à passer du temps sur internet, à construire son site. Donc il n'y a pas que le travail vraiment effectif du nombre de clients qu'elle peut prendre par semaine, mais voir aussi ce que ça donne en termes d'heures passées à la maison vraiment à travailler dessus, voir ce qui serait possible. Si par exemple elle se dit que le maximum qu'elle pourrait caler dans son emploi du temps ce serait 15 heures par semaine, voir combien ça représente financièrement, est-ce que c'est viable, est-ce que ça dépasse ses dépenses actuelles, est-ce que c'est envisageable comme ça.
et aussi voir par exemple s'il y a des jours qu'elle pourrait se dégager pour un travail salarié à côté. Pour gagner 340 € en plus par mois au SMIC, il faut travailler 9 heures par semaine. Donc si on se dit par exemple qu'elle voudrait consacrer un temps défini par semaine pour son activité professionnelle et un temps défini pour gagner de l'argent en plus avec vraiment un CDD ou un CDI, que ce soit dans la restauration ou dans n'importe quel job, si c'est payé au SMIC, pour faire par exemple 10h30, ça représenterait à peu près une journée et demie de travail, donc 7 heures plus 3h30, ça lui rapporterait presque 400 € par mois. Ça permettrait de couvrir ses dépenses et d'avoir un petit quelque chose en plus, par exemple pour alimenter son PEL ou pour avoir un petit budget plaisir parce que c'est important aussi. Sinon peut-être regarder du côté du travail le dimanche dans des galeries marchandes ou quelque part où ça peut être payé de manière plus avantageuse, que ce soit payé double ou 50% de plus, et ça peut permettre en une journée de travail de faire comme si elle avait travaillé 2 jours en termes de revenus, ou sinon voir pour des missions ponctuelles, par exemple sur un mois, sur 2 mois, voir si elle peut peut-être trouver des jobs d'appoint dans son ancien travail qui était mieux rémunéré à l'heure, ça peut être intéressant aussi. Après peut-être qu'elle ne veut plus du tout travailler dans ce milieu-là et ça peut être compréhensible aussi, donc voilà, ça peut être une solution à envisager mais c'est pas obligatoire du tout. Mais voir, dans tous les cas, il va falloir une source de revenus supplémentaire à moins que les revenus de l'activité ne soient réellement croissants et la mettre sur la bonne voie. Et tout en gardant un espace pour pouvoir continuer à développer cette activité parce que si elle n'est pas développée, bien évidemment, ce sera compliqué de générer des revenus avec ensuite. Et ce qui est bien aussi avec un travail salarié à côté, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'heures cumulées, elle a le droit au chômage. Et ça peut être intéressant aussi, surtout que ça peut lui permettre de développer son entreprise avec une source de revenus en plus. Si par exemple pendant un certain temps, elle travaille le samedi et le dimanche dans une galerie marchande, que le dimanche est payé un petit peu plus et que ça lui permet de se dégager un excédent de revenus et que le contrat dure 6 mois ou dure 1 an et qu'après elle peut toucher le chômage sur cette période de travail pendant laquelle elle aura cotisé, ça peut être intéressant aussi pour le développement de son activité ensuite, de se dégager du temps libre à ce moment-là. Sachant que le salariat peut lui permettre d'avoir une mutuelle aussi, peut lui permettre d'avoir des avantages comme des cartes cadeaux, des chèques vacances, des tickets restaurants, l'accès à un CE pour avoir peut-être certains accès à des plaisirs à moindre coût, donc ça peut être aussi intéressant. C'est jamais le but quand on se lance dans l'entrepreneuriat de revenir vers le salariat, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, ça peut arriver aussi. Et ça ne veut pas dire qu'on est en échec, ça ne veut pas dire que notre entreprise ne marchera jamais, c'est juste que parfois on a besoin d'un petit peu plus d'argent et qu'il y a zéro honte à revenir un petit peu dans le salariat, le temps de profiter des avantages que ça a, parce que oui, le salariat a énormément d'avantages aussi, donc ça peut être intéressant de pouvoir bénéficier un petit peu des deux. Sachant que là je parle de solutions dans l'hypothèse où pour le moment ses revenus professionnels n'augmentent pas, mais ils vont probablement augmenter, c'est le but lorsque l'on crée une activité. Peut-être qu'elle peut avoir dans un an 1500, 1600, 1700 € de revenus nets et que dans ce cas-là, tout est sécurisé en fait. Ça peut lui permettre sur le plus long terme, une fois que son entreprise aura quelques années de bons chiffres d'affaires, d'emprunter pour s'acheter un bien immobilier pour elle, et dans ce cas-là, la partie loyer, au lieu d'être dépensée pour le payer à un propriétaire, sera dépensée pour elle-même, pour investir dans son bien, sachant qu'elle m'a quand même précisé qu'en ce moment c'était compliqué d'acheter dans sa région, mais compliqué ne veut pas forcément dire qu'il n'y a aucun bien, et parfois le coût du crédit immobilier est inférieur à ce que l'on paye en loyer, donc ça pourrait être envisageable sur l'avenir. Si vraiment elle est en difficulté, peut-être qu'elle peut revenir à son ancien travail aussi. Vraiment, je sais que c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire, mais par exemple un temps partiel dans son ancien travail avec un bon taux horaire pourrait lui permettre d'emprunter facilement en immobilier si elle avait un CDI pour vraiment stabiliser ses finances ensuite, ou pour investir dans l'immobilier, pas pour habiter dedans mais dans du locatif pour le louer, sachant qu'elle a un très bon apport et que c'est dommage de piocher dedans tous les mois alors que ça peut vraiment former un bon apport pour l'immobilier. Je dis que c'est dommage, pas dans le sens où elle devrait pas le faire, bien évidemment qu'il faut combler ses fins de mois, mais que si elle avait plus de revenus, ça pourrait lui permettre de ne pas piocher dedans et de garder cet argent pour faire un investissement
qui lui permettrait de stabiliser son activité professionnelle aussi. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce budget. C'est pas un budget facile parce qu'on est dans une situation de changement, une situation qui n'est pas encore établie. J'aimerais beaucoup avoir des nouvelles de Jade dans quelques temps pour voir ce qu'elle a choisi de faire, pour voir comment ça se passe pour elle. J'espère sincèrement que son activité va vraiment se développer, qu'elle va pouvoir en vivre pleinement et avoir de bons revenus tout en faisant ce qu'elle aime. C'est vraiment ce que je lui souhaite du plus profond de mon cœur, vraiment. Et merci à elle d'avoir partagé ce budget avec nous. C'est toujours bien d'avoir différents profils. Vraiment, je sais que des fois les gens ont l'impression que tous les autres s'en sortent et je pense que ça peut être bien de partager, pas seulement quand on s'en sort bien, mais de partager nos galères aussi, de partager les moments où c'est pas idéal pour nous et où on est un peu en difficulté, où en ce moment on est obligé de piocher dans son épargne, où en ce moment on est à découvert et c'est bien de le partager, de voir aussi qu'on n'est pas tout seul à vivre ça. N'hésitez pas à apporter du soutien en commentaire. Comme d'habitude, merci de rester bienveillant et constructif dans vos commentaires. Je modère les commentaires. Si ça vire dans le jugement inutile, les trucs un peu faciles, je ne les conserve pas sous mes vidéos. Les gens me confient leur budget, me confient leur histoire. Ce n'est pas pour être jugé de manière négative et vous savez très bien que je ne laisse pas ça arriver. Si vous voulez voir plus de vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez participer, vous pouvez aller voir sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas aussi. Je partage des tonnes de choses au quotidien. On se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications et également à me laisser un commentaire ou un petit like. Ça soutient toujours mon référencement. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans 5 jours. Ciao ciao!